Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Thomas Loubersan. Thomas, comment vas-tu? Ça va très bien. Salut. Super. J'aimerais, Thomas, que tu te présentes pour les auditeurs d'After Fight qui ne te connaissent pas encore. Je m'appelle Thomas Loubersan, je pratique le grappling, la lutte à livrer, de par mon maître Roberto Leitão. C'est un sport mélange de lutte et de jiu-jitsu brésilien sans kimono, où on a objectif d'aller contrôler avec des positions pour mettre des points et jusqu'à aller à la soumission, avec les bras, les jambes, étranglement et autres. Donc après, voilà, en palmarès, en pratique, je dois avoir une vingtaine d'années quasiment de pratique aujourd'hui. Et en palmarès, je dois avoir les plus gros palmarès d'Europe qui est. J'ai été le seul l'année dernière à avoir gagné les Panamérica. Je suis 3 fois champion d'Europe et 2 fois sur les 2 derniers IBJJF Nogi en black belt adulte. J'ai été champion du monde à plusieurs reprises sur plusieurs fédérations comme le NAGA, le WTKA, le Grappler Quest, et j'ai été numéro 1 mondial IBJJF en classement au point, toutes les catégories confondues en black belt adulte IBJJF. Donc voilà, en gros. Comment Comment tu es arrivé à faire des sports de combat, notamment la lutte? Pourquoi ne pas avoir choisi un autre sport? En vite fait, je faisais pas de sport de combat dans l'adolescence. J'en ai fait petit comme beaucoup d'enfants. Je faisais du judo. Après, dû à mon enfance, j'ai eu une adolescence un peu très compliquée et si j'ai pratiqué un sport à ce moment-là, c'était le basket. Et après, j'étais dans la musique et autres. Et je suis rentré par le besoin de me battre. J'ai repris le sport comme forme de thérapie vers les 24 ans. Donc mon défi, c'était déjà de rentrer dans un club et de retrouver une pratique simple, juste de monter sur le tapis. Donc je voulais démarrer, mais je ne savais pas vraiment quoi. J'avais envie de retrouver peut-être ce truc de judo enfant et autres. Et en fait, je suis arrivé dans un club et ils faisaient le jiu-jitsu brésilien en MMA. Donc du coup, je n'étais pas fan du kimono depuis le début. J'avais beaucoup accroché sur les cours de grappling, même si le professeur c'était quelqu'un qui faisait du jiu-jitsu brésilien. Mais c'était un club MMA, donc il faisait aussi du nogi. Et donc après, j'ai commencé à faire les entraînements de nogi, j'ai fait les entraînements de MMA, donc j'ai fait une dizaine de combats en pancrace, j'étais jusqu'à pro. J'ai été champion de France à FSGT, c'était pas un gros niveau, hein, mais j'ai fait une dizaine de combats. Et surtout, là où j'ai pris le plus de plaisir, c'était le grappling. Donc j'ai fait des interclubs, départementales, régionales et ainsi de suite. Et je suis allé jusqu'à cette carrière que j'ai fait internationale. Mais ce n'était pas ma première intention. Moi, c'était vraiment de reprendre le sport pour me faire du bien et être bien dans ma tête, dans mon corps et autres. Peux-tu nous expliquer la différence entre le grappling et la lutte? La lutte, ça a pour objectif, alors je vais caricaturer, hein, c'est de faire tomber l'adversaire au sol et souvent avec les épaules, un peu comme au judo. Et là, on a des points ou des immobilisations avec les épaules. Donc voilà, vraiment premier cliché, on va dire. Alors que nous, c'est pas une finalité. Quand on tombe au sol, c'est presque pour certains, en tout cas ceux qui viennent du jiu brésilien, c'est presque que le début. Ça veut dire que là-dedans, on va trouver les soumissions, on va avoir une continuité jusqu'aux soumissions, en fait. Donc c'est pour Et ça la que di- quand il y a des compartiments dans le nogi, quand il y a des compartiments où il y a des gens très solides du coup qui sont sur cette première partie, c'est-à-dire debout et faire tomber, il y en a qui pratiquent ça depuis des années. Donc du coup, ça peut être stratégique aussi et même différentes raisons, comme certains de développer un nouveau sport, une nouvelle fédé et autres, de chercher un autre angle. Donc par exemple, manière de parler, ça peut être juste brésilien, japonais, on va dire à la base. Et après, tu as le sambo qui a décidé de dire, bon, mais nous, on va aller sur les clés de jambes. Le jiu-jitsu brésilien qui va dire, nous, on va aller développer le sol pur et pas le debout, parce que le debout, il y a aussi le judo qui est très fort. Voilà, c'est vraiment caricatural, hein, mais je pense que chacun a essayé de prendre un compartiment et de fédérer et de développer quelque chose et de faire business aussi, hein, dans quelque chose de nouveau. Donc nous, en étant élèves, en étant pratiquants, on a l'impression d'avoir différents sports, mais ça a un peu la même racine en fait. C'est juste qu'il y a des compartiments qui ont été peut-être plus choisis. Donc voilà, donc, le grappling, c'est la continuité en fait de la lutte. Mais si on revient sur le passé, ça serait peut-être revenir à la racine de presque. et la lutte à livrer, du coup, que La ton lutte à maître t'a livrer, enseigné?
Moi, je ne suis pas vraiment la personne qui va l'expliquer vraiment en pur historique, mais moi, j'ai été au Brésil. Pour moi, c'est un peu comme si tu vas faire de la samba, ben, tu vas à Cuba. Moi, à ce moment-là, je pratiquais ce sport-là. Donc, c'était jiu-jitsu brésilien, nogi, grappling, tout ça. Donc, je savais que c'était le Brésil. Donc, moi, j'ai pris mes bagages et je suis parti souvent m'entraîner au Brésil. Donc, c'est là où je suis remonté tout simplement à la source. Donc, je ne me suis jamais vraiment intéressé à l'historique et autres. Et de toute façon, en France, à ce moment-là, il n'y avait pas trop de gens pour te raconter l'historique. Donc, moi, je suis allé là-bas et j'ai eu à ce moment-là le plus grand maître de lutte livrée. Et moi, j'ai accroché de suite. Et mon instinct, souvent, ceux qui ne savent pas si kimono ou pas kimono ou autre, moi, je laisse beaucoup mon instinct se parler, c'est-à-dire judo ou lutte. Tu vois, tu vas vite choisir ce que tu aimes ou pas. Les deux sports sont forts, mais différents. Et bien, moi, ça fait 20 ans que je dis que le jiu-jitsu brésilien n'est pas pareil que la luta. Et d'ailleurs, je pense que mon palmarès et ma manière de combattre montrent que je pratique un autre sport. Donc, moi, la luta livrée, pour moi, c'est de la luta livrée. Ça veut dire lutte libre. Et par exemple, mon grand maître, son fils, c'était l'entraîneur de lutte olympique du Brésil. Donc, c'est la même racine. Moi, pour moi, ça va choquer, mais le nogi se rapproche beaucoup plus de la boxe et de la lutte quand on est dessus. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas accroché, on a de l'espace, on a des mouvements, on a des genres de distance, d'angle, de dynamique, de rythme, de travail sur le bras avant, de préaction, qu'on va avoir beaucoup plus dans ces sports-là. Le jiu-jitsu brésilien, ça se rapprocherait peut-être au clinch de la boxe thaï, tu vois, ou au judo. Donc, il va y avoir des branches complètement différentes, même si ça a la même racine, on va dire, c'est des cousins éloignés. Donc voilà, l'outil livré, pour moi, ça vient du Brésil. Je n'ai pas remonté plus que ça dans ma tête. J'ai eu un grand maître et je l'ai appris comme ça. Et pour ce qui est de ton palmarès, au niveau de quelles ont été tes premières compétitions? Parce que j'entends beaucoup de noms d'organisations ou de compétitions. Si tu pourrais nous dire principalement lesquelles sont les plus grandes en fait dans le sport que tu exerces. Bon, moi, quand j'ai commencé à pratiquer, c'était pas très développé en France. Donc, j'ai commencé par des interclubs, après des petites compétitions qu'il y avait régionalement, où il fallait aller à Marseille. Après, il y avait peut-être le championnat de France et il y avait deux, trois événements. Il y avait un bel événement à l'époque, je l'ai fait une fois, il y avait le VIC. Après, il n'y en avait pas 40 de compétitions en France. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et on va dire que si on doit structurer niveau organisation, bah, en fédération, aujourd'hui, la plus belle, ça a toujours été l'IBJJF depuis ces dernières années. C'est la fédération la numéro une. Mais maintenant, ça ne va pas forcément révéler que quand tu es numéro 1 BGF, comme je l'ai été, tu es le meilleur au monde. Il y a une histoire de classement, mais c'est quand même révélateur de quelqu'un qui est très fort. Maintenant, l'événement, l'équivalent des Jeux Olympiques, c'est la DCC. C'est vraiment, ce serait un peu comme en tennis, le Master. Il y a les 8 meilleurs mondiaux s'affrontent. Et après, à côté de ça, tu as plein de tournois, de galas privés, de super fights, où tu peux avoir, comme en boxe, on retrouverait ce truc-là, c'est telle personne contre telle personne. Donc, et là, tu vas avoir des galas selon l'argent et les financements qu'il y a. Tu vas avoir des soirées privées de haut niveau, hein, presque parfois plus beau qu'un championnat du monde, dans le sens où si le mec a décidé de faire 10 combats avec une carte et qui met l'argent qu'il faut pour avoir les 10 meilleurs fights et qui est, ben, il peut avoir une gala de très très haut niveau. Donc aujourd'hui, en fait, on est plus du tout dans la même configuration qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a de quoi combattre partout et il y a moyen d'avoir des événements de différentes manières. Quels ont été les moments les plus importants selon toi durant ta carrière? Bah, c'est ce que je dis souvent, le premier pas à être rentré dans le sport, je pense souvent que c'est le plus dur. Quand même, quand je coach un peu des gens, le plus dur, c'est faire le premier pas. Une fois qu'on y est, on y est. C'est parti, on s'accroche. Je pense qu'après le deuxième pas, le deuxième truc important, c'est de bien choisir le lieu avec qui tu es. Là, on peut passer des années à pas être à la bonne place. Donc, à un moment, soit il faut avoir la chance d'avoir fait une belle rencontre, soit il ne faut pas se faire avoir par la société, on va dire. Ça veut dire que tu peux être vite dans un club qui, lui, a une priorité business et toi, tu arrives simple passionné qui va apprendre. Bon, pour les loisirs, souvent, tu es satisfait parce que les clubs aujourd'hui donnent quand même quelque chose de correct à tout le monde. Mais après, là, si on parle de quelqu'un qui veut aller très loin et évoluer, je pense que c'est comme tout le monde. C'est-à-dire, faut pas attendre ça du club. Faut pas attendre ça tout le monde. Ils ont une intention business avec des charges et autres. Et les mecs qui veulent gagner leur argent, ils sont malheureusement parfois, selon l'angle, pas là pour te faire évoluer et t'amener
à un grand titre, si c'est ton objectif. Ils sont là pour t'amuser, te donner du plaisir. Donc si c'est un objectif autre, faut comprendre que si tu es un combattant qui sort du lot, ben, c'est comme si demain tu vas être le plus grand prof en anglais. Ben, c'est peut-être pas les cours après dans ta rue pour apprendre l'anglais où tu vas pas anglais. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas faire ta démarche de toujours choisir la meilleure école dans ton quartier, ensuite après dans ta ville, peut-être dans ton pays, et ensuite peut-être qu'il faudra partir aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Moi, je le vois comme ça en fait. Ça dépend de tes objectifs et, euh, et ne pas avoir peur de voyager, de continuer Parfois, il y a ce truc de tu quittes un club, c'est une famille, tout. Oui, c'est une famille, mais de toute façon, tu l'as. Moi, à chaque fois que je vais dans les clubs, je respecte les gens avec qui je suis, je passe un bon moment et on est dans l'échange. À chaque moment, j'ai pas besoin d'avoir ça euh, dans mon club enfermé et style à eux, je suis fidèle et aux autres, non. Justement, je trouve que parfois, ça fait des clivages, ça fait mon équipe et contre ton équipe et tout. Bon, je l'ai fait, cette erreur, ce truc-là, mais moi, je trouve que ça limite dans la liberté de pouvoir développer ton jeu, et je trouve que ça limite dans la rencontre et autres. Donc, c'était quoi ta question, excuse-moi, au départ? Le plus beau moment Ouais, c'est dans ta ça, carrière, c'est de le démarrer premier pas. et la manière dont tu restes dans les clubs. Après, là, j'ai dévié sur pourquoi quel club, c'est ça le truc, mais surtout la manière dans le club. Si je raconte ça, en fait, c'est que je veux dire, c'est que le plus gros, la plus grosse partie où tu prends du plaisir, c'est dans le club, c'est là où tu es. Donc, il faut vraiment bien réfléchir à que ça corresponde à tes objectifs, c'est ça que je veux dire. Après la compétition, tu vois, je l'ai mis en second quand j'ai délogué ça parce que je pense que c'est beaucoup plus personnel quand tu vas faire une compétition. Moi, j'ai pas peur de prendre mon sac et d'y aller et de me dire c'est personnel quoi qu'il arrive, victoire, défaite ou l'adrénaline, c'est toi qui la prends en fait, tout ça, tu vois. Après, même si en coach, parfois tu as autant d'adrénaline que le gars. Mais c'est presque personnel quoi, la compétition. Donc, je pense que le plus important, c'est de te dire toujours d'être bien entouré. Si tu as envie d'être un lion en compétition, ben, sois entouré de lions. Tu vois, si tu as envie de faire du business, sois entouré de businessmen. Si tu as envie de potes pour t'amuser, entoure-toi de potes. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est de toujours te dire, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que ce que je vis, c'est bien? Est-ce que j'ai besoin de passer un cran au-dessus, quel que soit l'objectif? J'ai pu suivre ta préparation ainsi que ta compétition sur le podcast, enfin sur les vidéos que Nicolas Haute Smart Fight fait. Ouais. Je voulais savoir quelle conclusion t'en as tiré de cette compétition. Il me semble que c'était une première pour toi. Tu l'avais jamais remporté. Je l'avais la fois d'avant, 4 ans avant, je l'avais faite, mais j'étais arrivé en finale aussi et on m'avait volé en finale. Bah, tout le monde me le disait que j'avais été volé. Bon, c'était un Finlandais, le World était en Finlande. Bon. Mais là, il n'y a pas eu de vol, hein. J'ai gagné mes matchs et en finale, ben, je prends une soumission en finale. Petite erreur. Sur la préparation, j'étais pas mal. Je ne l'ai pas trop dit, mais il faut savoir que la préparation, je voulais la démarrer 3 4 mois avant. Et dès le début de la prépa, je me suis cassé 3 côtes. Donc, je l'ai gardé secret pour pas trop que ça se sache. Mais j'ai eu 3 côtes de cassé. J'ai eu un mois et demi à zéro entraînement. Donc j'ai eu une demi-prépa parce qu'il faut reprendre aussi un mois très doucement, progressif. Et même quand tu es guéri, tu as le côté psychologique pour te lâcher. Donc, mais j'ai eu quand même une prépa correcte. J'ai fait une manière reprise à Bordeaux chez Anthony Elvira, où j'étais bien accueilli, on travaillait bien, c'était progressif, ils n'ont pas été bourrins. Donc, ils ont su faire attention pour que je puisse reprendre avec ma blessure. Et après le dernier mois, je suis rentré à Paris et là, j'ai repris avec mon coach, Maxime François, la lutte. Et j'ai beaucoup basé sur la lutte à ce moment-là. Et j'ai fait 2 3 séances de sparring avec OCDK. C'était bien, ça me permettait de me régler mes stratégies. Après, avec Nicolas Haute, ben, c'est du réglage, on va dire plutôt du conseil, du réglage, à éviter les erreurs, de la sensation, plus que de la prépa physique sur sa période, parce que j'ai pas pu. Par contre, ça a été très bien parce que j'ai senti qu'à la fin, dans l'affûtage, dans les réglages, on sentait que j'étais en train de mettre. J'avais de bonnes sensations, le jeu qui était bien. Après, bah, ça s'est bien déroulé avec Nico, on était bien dans l'événement, on était bien. Les combats sont bien déroulés. Même la finale, hein, le mec est très très fort. Bah, voilà, c'est le haut niveau, hein. Il y a 2 mecs forts en finale. Le premier qui déraille du jeu une demi-seconde, bah, là, moi, je tape sur la clé de jambe parce que dans la demi-seconde d'après, c'est le ligament qui saute, hein. C'est comme si lui, il loupe la tête une demi-seconde, je lui arrache la tête en une seconde. Donc c'est le haut niveau. En finale, c'est 2 mecs forts. Et si je dois avoir un regret, mais je n'en ai pas, c'est que comme j'ai décidé une stratégie sur le tartinage, sur la lutte, on le voit qu'au sol, je cherchais beaucoup à le plier la tête d'une manière disproportionnée.
En lutte, ça, c'est être actif. Donc, on ne te sanctionnera jamais en lutte. On dira à l'autre qu'il prend une pénalité parce qu'il se fait bouffer. Et là, quand j'ai fait cette stratégie au sol, ben, j'ai vu que l'arbitre n'a pas compris. Parfois, quand on fait un truc atypique, les arbitres ont en langage jiu-jitsu brésilien dans leur tête. Et j'ai vu qu'ils ne savaient pas ce que je faisais. Donc, je ne reculais pas, j'étais sur place et je lui bloquais la tête. Et moi, je sentais que j'étais en train de lui puiser la poigne, je le sentais que j'étais en train de l'épuiser. Le seul regret que j'ai, c'est quand l'arbitre m'a dit action, attention, tu vas me prendre une pénalité, j'étais surpris. Je dis parce que je suis actif, dans le sens où je sais qu'il attend un passage et tout, mais moi j'allais attendre encore une minute 30. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait en demi-finale et c'est ce que j'ai fait sur notre combat avant. C'est-à-dire que j'use, et à un moment, boum, je passe en puissance. Et une fois que je suis en contre-latéral, je suis très fort sur cette position. Donc, vu que la finale était 8 minutes, ben, je voulais attendre encore un peu en fait parce que j'ai senti qu'il y avait du danger en face et je me dis, quand je le passe, je prends les points, je bloque. Et si au pire, ben, il ressort, je fermerai encore plus, quitte à prendre une pénalité. Donc l'arbitre m'a sorti de mon rail sur la demi-seconde, j'ai fait ah, et du coup j'ai fait un grand bond. Et là, je fais une petite erreur. Mais en soi, content de 42 ans, seul médaillé français, 20 ans. Tu vois, il y a une constante dans ma carrière, quoi. Chaque année, je fais des grands titres. Il y a 4 ans avant, j'étais encore finaliste et on voit qu'aujourd'hui, même à 41 ans, 42 ans, je suis encore finaliste à la DCC. Donc, il y a vraiment une constante dans mon résultat, dans mon évolution. Avec l'âge, ben, je perds du physique petit à petit sur différents détails, ce qui est normal. Mais on voit que j'ai compense et que même techniquement, j'ai des stratégies beaucoup plus élevées. Donc, non, c'est bien. Après, il faut être réaliste. Encore, là, je vais essayer de le refaire là. Mais c'est très difficile pour moi de m'entraîner parce que je vais avoir la venue d'un deuxième enfant. Et voilà, la récupération est de plus en plus dure. Et à un moment, je pense que c'est normal. C'est à un moment, ben, il faudra se retirer. Mais j'ai une grosse carrière. J'ai 250 combats pour 235 victoires. Donc, tu vois, si on parle de regret, j'en ai pas. Mais j'aimerais la gagner. J'aimerais la gagner. Bien sûr. Est-ce qu'on pourra t'y revoir, justement? Ouais, le 7 mai, il y a la deuxième qualif. Donc, moi, je suis réserviste pour le voir, donc je me prépare. Et le 7 mai, il y a la deuxième qualif. Donc, j'y vais. Pour l'instant, j'avais essayé de me faire un début de prépa, je ne le suis pas vraiment. Là, je vais démarrer vraiment là, dans les jours qui arrivent. Et voilà. De toute façon, après, moi, j'ai pas, à mon âge, en fin de carrière, c'est pas du tout comme au début. Si j'ai un manque de, je sais pas, de cardio ou de force ou d'autres, ben, je vais le compenser. Je sais ce que j'aurai. Tu vois, si me manque ça, j'irai chercher d'autres. Si j'ai ça, je vais aller jouer. Et j'ai assez d'expérience pour mettre un jeu en place pour compenser les lacunes que j'aurai. Après, il ne faut pas que je joue trop avec quand même. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même que je fasse mon physique. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus, il faut que je fasse attention au physique parce que mon jeu techniquement, ben, je ne vais pas le révolutionner aujourd'hui. Hein. Je connais mon jeu. Je dois juste me sentir bien et être bien dans ma tête, c'est tout. Et au niveau des blessures, est-ce que tu comptes arrêter aussi, vu que tu parles du physique? Est-ce que dans ce sport, on se blesse facilement? Tu parlais que tu avais eu 3 côtes cassées. Est-ce que tu penses à justement arrêter pour le côté aussi physique ou vraiment, vu que tu as un jeu imposé assez stratégique, tu comptes continuer? Ben, aujourd'hui, je me blesse moins qu'avant. Donc, c'est vrai que mon côté stratégique déjà marche très bien parce qu'à une époque, je me blessais toutes les années. Là, c'est rare. Ça m'est arrivé, mais c'est rare. Et encore là, quand j'ai fait la dernière blessure que j'ai eue sur les 3 côtes, c'est parce que je travaillais trop. Je saturais. Je faisais trop de choses, trop de casquettes. Et j'en ai payé mon corps à un moment, il m'a dit stop. Donc, je faisais mes vidéos, je faisais des coachings, je faisais ma prépa, je faisais beaucoup trop de choses. Et donc, mon corps, à un moment, il m'a dit, eh ben, non, je ne peux pas. Donc, ça a été même une erreur de ma part. Hein. Ça n'a pas été. Voilà, mais sur les dernières années, non, je me blesse de moins en moins. Mais donc, la manière dont je m'entraîne, elle est différente aujourd'hui. C'est-à-dire que, tu vois, quand on va te dire, ah, t'es pas visuel, t'es pas ci, pas là, tu dis, mais attendez, j'ai quel âge? Je combats tous les combien? On ne peut pas être stratégique, c'est-à-dire que je ne peux pas lâcher les chevaux. Moi, au jour d'aujourd'hui, par exemple, à 42 ans, si je prends le risque de combattre d'une manière où je lâche les chevaux sur le physique, l'explosivité ou autre, je risque de me blesser, même à l'entraînement, même en combat. Donc, j'irai adapter automatiquement ma manière de combattre pour pouvoir continuer. Parce qu'aujourd'hui, là où je me blessais et que je mettais 1 mois pour guérir, aujourd'hui, j'en mets 6 peut-être. C'est le corps. Donc, j'exagère, mais c'est manière de parler caricatural. Mais parfois, où je vais mettre 1 mois ou 2, ben, je vais en mettre 4-5 mois. Donc, aujourd'hui,
c'est obligé que ça influence la manière de combattre. Mais on va dire à un moment, tu deviens un vieux loup aussi. Ça veut dire que tu as des vices de combat, tu as des manières de faire. Voilà. Mais par contre, la récupération, voilà, on le sent. Si demain, il y a quelque chose qui m'arrête, c'est pas l'envie, c'est pas la motivation, c'est pas l'échec, c'est pas un déçu d'un défi ou autre. C'est pas du tout. Justement, sur tout ça, je suis très très bien, mais c'est la récupération, ça devient de plus en plus dur. Et je pense aussi que quand tu prends l'âge, il y a un autre facteur, c'est pas le manque d'envie, je l'ai toujours, mais c'est l'envie aussi de vivre autre chose. Quand tu as fait 20 ans de sport de haut niveau, tu te rends compte aussi que tu n'as pas vécu plein d'autres choses, quoi, pleinement. Donc je pense qu'à un moment, ben, j'ai dit, j'ai vécu ma pleine carrière, j'ai envie de vivre autre chose, parce que le corps, de toute façon, là, il est en train de te dire que la moindre blessure, tu mets 6 mois, un an. Donc, tu peux le refaire là, par exemple, je vais le refaire. Mais je me dis, putain, si je remets encore à un moment une blessure où cette fatigue est dure à récupérer, je mets encore ma vie en stand-by pendant un an ou deux pour un truc en fait où je suis quand même au ralenti. Donc, à un moment, il faut accepter le cycle. Mais il y a l'enseignement, il y a plein de choses de très beaux à faire après. Et pourquoi ne jamais avoir fait une transition en MMA? Alors, je parle sûrement avec peut-être 10 ans en arrière, parce que ben, aujourd'hui, je pense que c'est peut-être trop tard. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Est-ce que c'était plutôt un côté, Non, il y l'envie. avait l'envie? Ouais, l'envie, parce que le MMA, ça ne plaisante pas. Et je pense que ce sport-là, autant, tu vois, par exemple, en jiu-jitsu brésilien, en kimono, tu peux aller essayer. Moi, j'en fais pas, j'en ai fait une fois. J'en ai fait une ou deux compétitions. Je crois que j'ai fait une fois à Gap, en ceinture blanche. Et après, une fois, on m'a donné la ceinture bleue, j'ai fait au championnat du monde, la Coupe du Monde au Brésil. Tu vois, j'ai fait deux compétitions dans ma vie en kimono. Tu peux aller essayer ça. Mais même si tu as plus ou moins envie, je pense que la MMA, tu ne peux pas aller essayer plus ou moins comme ça. Tu vois, c'est compliqué. Et encore moins de te faire un plan carrière. Moi, je n'avais pas du tout envie de faire un plan carrière. Et j'ai quand même fait 10 combats. Mais les 10 combats, je ne les ai même pas fait par envie. Comme je dis, je les ai fait par thérapie parce que c'est à mes débuts. Mais une fois que j'ai fait mes 10 combats, que j'avais besoin de me battre et autres, à ce moment-là, j'avais besoin de prendre beaucoup plus de plaisir pour continuer ça sur les années. Donc, non, le MMA, non, pas assez d'envie. Tu vois, moi, on me l'a posé, hein. Tu vas avoir la ceinture de l'UFC ou la ceinture de la l'ADC ou des BJF plus tard, il y a 20 ans. Ben, moi, c'est la réponse, elle a été vite donnée. Moi, c'était non, non, moi, je veux être comme Arona, Galvao et tout ça quand j'étais jeune. Et 15 ans après, j'ai tourné avec eux et je suis arrivé j'ai tourné avec Galvao et voilà, sur le tapis, j'ai vu que j'avais le même niveau, donc c'était ma plus grande satisfaction. J'ai eu aucunement envie d'avoir une ceinture de l'UFC ou quoi que ce soit. Quelles sont tes prochaines échéances à venir sportivement, Thomas? Ben, la qualif a DCC le 7 mai, donc dans 6 semaines. J'aimerais faire un super fight ou deux en privé, à huis clos, pour finir sur quelque chose, voilà, prendre un international, faire un truc avec un peu plus une belle enveloppe, on va dire, une image, sur un fight sur lequel, pourquoi je ferais ça, c'est parce que sur un super fight, je peux lâcher plus les chevaux. Sur un tournoi à mon âge, quand tu as 40 ans et que tu dois faire 4-5 combats, je suis obligé de fermer le jeu, je suis obligé de maîtriser, d'être stratégique, donc pas trop visuel. Mais moi-même, j'aimerais parfois faire un fight où je lâche un peu les chevaux, je fais du spectacle et j'y prends parce que j'aime combattre comme ça. D'ailleurs, les premières années, quand je combattais comme ça, on me disait, t'es un pitbull, là, tu y vas trop, truc. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai appris justement à gérer, on me dit, ah, t'es chiant, tu fais pas assez de mouvements, t'es pas truc. Ben oui, mais ça dépend à quel âge, comment, quel tournoi, tu vois. Donc j'aimerais bien refaire un super fight ou deux, c'est prévu, à huis clos, sur lesquels ben, tu checkes la main et let's go, là, tu lâches les chevaux, quoi. Donc après, sportivement, que ça, pour l'instant, en tout cas. Est-ce qu'il y a un combattant qui t'a impressionné durant ta carrière, que ça soit tout sport confondu? À regarder. Oui, à regarder, ou même un combattant que tu affronté déjà, quelqu'un qui t'a vraiment impressionné par le niveau de lutte, hein, je parle vraiment Moi, de... en entraînement, j'ai adoré Marcelo Garcia. J'ai trouvé vraiment quelqu'un de très complet, technique, fort physiquement par le placement de corps, par le travail, humble, l'accueil humain et l'accueil même business dans son académie. J'ai trouvé quelque chose de très bien fait, fort. Après, Atos, pour moi, c'était compétiteur. C'est business américain, c'est le Brésilien qui vient de faire de l'argent aux États-Unis, donc c'est très business, mais à la fois, il a recruté un beau tapis avec plein de champions, donc on sent que c'est le Real de Madrid à ce moment-là, tu vois, on cherche à avoir une grosse écurie. Mais c'est pas là où je prenais forcément le plus de plaisir, mais c'est là où je cherchais les compétences pour les compétitions. Sinon, sportivement, moi j'ai adoré José Aldo.
Je me suis beaucoup entraîné avec. Quand j'allais au Brésil, j'ai été sur 2 camps d'entraînement à lui. Et humainement, c'est quelqu'un de très humble. C'est peut-être un des plus humbles que j'ai eu. Après, j'ai adoré Arona et je me suis retrouvé à m'entraîner chez lui dans son garage, dans sa maison, dans son rez-de-chaussée. J'ai adoré Galvao, je me suis retrouvé à m'entraîner avec lui. Minotaur, j'ai adoré, je me suis retrouvé à m'entraîner avec lui. Donc, c'est des gens que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Après, comme tout le monde, je pense Mike Tyson, ces gens-là ont marqué le sport. Ouais, un peu comme tout le monde, hein, Michael Jordan. Je pense que on est tous des grands enfants et je pense que tout le sport, toutes les grandes personnes, les grands sportifs qui ont su nous faire rêver, bah, on les a tous un peu vus, idolâtrés, quoi. Je pense que c'est important. Super. On arrive en fin d'interview. Chez After Fight, à chaque fin d'interview, il y a le five. C'est un questionnaire de 5 questions. Est-ce que tu es prêt, Thomas? Vas-y. Khabib ou Khamzat Chimaev? Waouh. Tu peux dire Khabib. pourquoi, hein. Khabib. Khabib, parce que il a prouvé, il a pris des grands noms. Chimaev est très fort, mais il n'a pas encore prouvé. Mais je pense qu'il va le prouver. Lutte ou jiu-jitsu brésilien? Lutte. Guillotine ou clé de bras? Guillotine. La marque iPhone ou Samsung? iPhone. En fait, là, je n'ai même pas le choix, c'est que j'ai pris un iPhone. Et ton repas préféré après un combat? Fêter une bonne victoire. En ce moment, c'est pas un repas, c'est plus la boisson. Je bois un coca après chaque entraînement. C'est ma drogue. Je sais pas pourquoi. Avant, je l'avais pas. Et cette année, après chaque C'est entraînement, vrai? j'ai besoin de ouais, gazeux et coca. Et pourtant, c'est la catastrophe. Non, repas, non. Je mange pas propre. Mais je mange pas sale. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai toujours du poulet pâte. J'ai toujours quelque chose comme ça. Je mange plus trop gras. Franchement, c'est rare. Je mange une fois de temps en temps un fast-food. Mais non, je mange toujours à peu près équilibré. C'est le grignotage, moi, plutôt, les erreurs. Et en fait, quand je fais mes régimes et pour mes compétitions, au jour d'aujourd'hui, c'est juste que j'arrête le coca et le grignotage. Mais je continue à manger de la même manière. Moi, je suis très équilibré, c'est-à-dire c'est poulet, riz, poulet pâtes. J'essaie de mettre un peu plus de légumes le soir. Voilà, de temps en temps, je vais prendre un poisson. Mais après, c'est à côté que je suis une catastrophe, moi. Je mange tout le temps des gâteaux. Et tu as vu quand en off, ouais, je mangeais des gâteaux. Je mange tout le temps des gâteaux et comme ça. Ouais, Donc, quand je mais, suis en prépa, à la fin, je coupe juste ça et je suis bien sec. mais sincèrement, ta forme physique, on peut, je pense, se permettre de manger des gâteaux quand, quand on te Ouais, voit. après, on brûle. Après, moi, je brûle beaucoup. Voilà, c'est ça, tu as une grosse dépense énergétique, donc tu peux te permettre de boire un verre de coca et des gâteaux, quoi. Ah, j'ai une grosse dépense. Déjà, le sport, mais même quand je fais pas de sport, je suis quelqu'un de très actif. Je n'arrive pas à rester en place sans rien faire. Tu vois, si je vais pas faire de sport, ben, je vais filmer des programmes, des DVD, je vais organiser des stages, je vais faire tout. Je suis tout le temps actif, donc je brûle pas mal de calories. Ouais. Justement, est-ce que tu as des stages de prévus? Je voulais en parler. Ouais, là, je fais le 23 avril, je suis à Toulouse. Le 16-17 avril, je suis en Belgique. Le 1er mai, je refais un stage à Paris. Donc voilà, c'est les stages qui sont prévus pour l'instant, qui ont été confirmés. Et après, je travaille aussi pas mal pour ceux qui vont me suivre sur mon site de vidéo, strongpeople.tv. C'est là où j'ai tous mes programmes, la lutte, le sol. Il y a mon prof, mon coach de lutte, Maxime François, qui s'occupe de la lutte. Et moi, tout ce qui est grappling, sol. Super, ben, ça sera en description pour les gens que ça intéresse. N'hésitez pas à aller suivre Thomas sur ses réseaux. Thomas, je te remercie vraiment d'avoir répondu à mes questions, d'avoir pris du temps Merci à pour toi. After Fight. Je vais te laisser le mot de la fin pour les auditeurs d'After Fight. Bon, un mot. Bah, le plus important, c'est le Un- chemin. Le plus important, c'est le chemin. C'est pour ça, tout à l'heure, quand j'ai dérivé, tu m'as posé une question et j'étais en train d'un truc parce que dans les performances, je pense que les pics, faut pas se mettre la pression avant. Faut regarder après, quand tu as fini la carrière. Et pendant la carrière, on a beaucoup peur de perdre. C'est ce qui nous bloque. Et en fait, alors que le final, on sera tous les mêmes. On va regarder les titres, les 3-4 combats les meilleurs que tu as. Tu ne sortiras pas à 40. Tu diras tes 2-3 plus belles victoires. D'ailleurs tu auras les questions. Quelle est ta plus belle victoire? Donc, il ne faut pas se bloquer. Parce qu'au final, quand tu auras gagné 3-4 titres, ce sera ton sommet. Et je pense que vraiment, comme tout dans la vie, que tu sois avec une femme, avec un enfant, avec ton chien, avec ta famille, avec
Ben, le sport, c'est pareil. C'est le déroulement, je pense, qui est le plus important. La manière dont tu le gères, la manière dont tu le vis, parce que personne n'est parfait, mais c'est un outil pour essayer de corriger les erreurs et de devenir meilleur. Voilà. Je pense que le sport est un bel outil pour ça. Merci beaucoup, Thomas. Salut!